Je voulais vous introduire le choix de cette thématique sur le paysage et le cadre dans lequel on peut placer cette soirée. En effet, le CAE a prévu dans son projet stratégique un ensemble d'actions dont l'objectif est la connaissance des paysages du département et l'accompagnement de leur évolution. Donc c'est toute une série d'événements qui ont commencé en 2018 et qui se prolongent en 2019. Dont l'objectif est de sensibiliser un large public, de s'adresser à chacun et aussi de faire participer autant que possible, qu'on soit habitants, élus, scolaires, acteurs du territoire. On est tous un peu acteurs de son territoire, donc c'est dans cet esprit qu'on a construit cette action. L'action s'appelle Paysage perçu. Et donc pour commencer, je voulais rappeler la définition du paysage. Qu'est-ce que le paysage ? La Convention européenne du paysage dit « c'est une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leur interrelation ». Alors, c'est vraiment là-dessus que repose l'action paysage perçu, afin d'aborder les paysages de Loire-Atlantique dans un maximum de ses composantes et de ses perceptions. Donc on a proposé en 2018 notamment un concours photo qui permettait à chacun de poster une photo d'un paysage tel qu'il le perçoit. Vous pourrez voir, si vous n'avez pas vu en rentrant, tout à l'heure sur la vitrine du bâtiment, là il y a une grande fresque qui représente tous ces plus de 1500 regards qui ont été partagés sur un site internet. Ce concours photo a été l'occasion de faire une soirée débat, de parler de paysage, d'apporter de la connaissance. Et aujourd'hui, l'équipe du CAE travaille sur une exposition. Donc c'est le sujet qui vient juste après. En même temps, il y a aussi un atelier sur l'image satellite qui est dans le hall d'entrée. Vous êtes peut-être passé dessus. Donc cette image satellite représente tout le département et va être le support d'action pédagogique auprès des scolaires qui pourront s'inscrire et venir avec un membre de l'équipe du CAE réfléchir et travailler sur la notion de paysage. Il y a les rendez-vous du CAE. Cette exposition, elle est en cours de conception et elle va être inaugurée le 22 mai. Vous pouvez noter la date, à Couëron. C'est une exposition qui justement proposera, à travers les 6 familles de paysages qu'on a identifiées dans le département, d'aborder ces paysages à travers leur perception justement sensible et culturelle et aussi leur réalité géographique et leurs différentes composantes. Donc à Couëron, rendez-vous en mai. C'est une exposition itinérante qui pourra se déplacer dans le département dans différentes collectivités. À la demande, elle peut être mise à disposition. Alors ce soir, on est ici pour un rendez-vous du CAE sur la thématique du paysage. Ce rendez-vous et le prochain qui viendra sur cette thématique au mois de novembre a été organisé en partenariat avec la FFP, donc qui est la Fédération française du paysage. Donc pour nous, l'objectif dans les rendez-vous, c'est de guider les particuliers dans leurs projets individuels. On a beaucoup parlé dans les précédents rendez-vous d'architecture, de projets d'architecture. Et ce soir, c'est dans la continuité de l'action paysage perçu. Il nous semblait essentiel de partager et même de révéler toutes les dimensions du métier de paysagiste concepteur. Donc, paysagiste, c'est un métier que tout le monde connaît ou croit connaître. C'est pourtant un métier dont on soupçonne rarement toute l'étendue et l'imbrication des différents savoir-faire. C'est surtout un métier qui a aussi évolué, qui s'est réinventé continuellement, au même rythme que les paysages qui évoluent continuellement. Et qui doit répondre en même temps aux besoins et aux attentes des populations. Donc pour aborder toute la subtilité de ce métier, on a invité avec la FFP 3 paysagistes concepteurs qui vont vous présenter leur métier à travers leurs différentes pratiques. Donc, Céline Levrard est présidente de la FFP Grand Ouest. Elle est aussi directrice du CAE de la Sarthe. Gaëlle Pigné, qui est paysagiste concepteur à l'agence MAP Paysagiste. Elle est aussi vice-présidente à la FFP Grand Ouest Pays de la Loire. Et Frédéric Fouan, qui est paysagiste concepteur chez SCE à l'atelier UP+. Bonsoir.
Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'association, la Fédération française du paysage. Donc, on a une fédération nationale avec 2 salariés. Et de cette fédération nationale donc, émanent en fait 11 associations régionales, dont la nôtre, la FFP Grand Ouest, qui regroupe 3 régions, la région Bretagne, Pays de la Loire et région Centre. Donc, on est sur une grande région. Et à la fois, on est une association aussi qui est assez dynamique par rapport aux autres. Enfin, il y en a, on va dire, trois régions en France qui sont assez dynamiques et à la fois qui dynamique en action, mais également au niveau du nombre d'adhérents, puisqu'on est sur la région Grand Ouest, 145 adhérents. 11 de plus que l'année dernière, donc on est plutôt content puisque voilà, l'idée, effectivement, la fédération, c'est de pouvoir rassembler les paysagistes, concepteurs. C'est la seule association en France qui permet justement de rassembler cette profession qui se veut aussi large puisqu'elle est ouverte aux libéraux, mais également aux salariés, aux personnes qui travaillent dans le privé comme dans le public ou semi-public, puisque moi-même, en fait, je travaille au CAE et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir une ouverture sur les pratiques du paysage et qui se retransmet en fait, qui se retranscrit au sein de la FFP. Donc 3 vice-présidents. Donc Anne Audran, Gaël Pigné, excuse-moi Gaël, du Pays de la Loire, Anne Audran qui est de Bretagne et puis Vincent Brault qui est du centre. Donc voilà, et donc on voit bien que les Pays de la Loire, dans la région Pays de la Loire, c'est en fait la région qui a le plus d'adhérents, et notamment en fait autour de Nantes, puisque voilà, ça grouille pas mal de paysagistes concepteurs en Loire-Atlantique. Donc notre association, que ça soit en fait au niveau national ou régional, c'est effectivement de pouvoir parler de notre métier, de faire découvrir notre métier qui est encore assez jeune en fait aussi, et à la fois qui est méconnu ou pas assez connu. On a eu la possibilité justement, ça fait depuis de nombreuses années en fait, on est dans cette recherche de reconnaissance en fait de cette profession, et depuis en fait 2016 avec la loi sur la biodiversité, on a cette reconnaissance avec notamment l'autorisation de pouvoir porter le titre de paysagiste concepteur. Donc ça c'est déjà un premier pas. À la fois voilà, il faut faire connaître ce métier auprès des maîtres d'ouvrage, auprès du grand public, et puis se rassembler aussi à la fois. Donc nous en région, l'idée c'est aussi voilà, de faire découvrir nos pratiques. Donc du coup, on intervient de différentes façons, notamment on peut participer à différents jurys. On intervient aussi dans les écoles, auprès des étudiants. On a la chance d'avoir 2 écoles de paysage dans notre région. Donc du coup, voilà, chaque début d'année, on va à l'école Agrocampus, par exemple, présenter la FFP, échanger avec les étudiants. L'idée, c'est de pouvoir faire la même chose avec l'école de Blois. Et puis on est en relation aussi avec des institutions professionnelles en lien avec notre métier, notamment avec la FNPHP, et notamment on a eu la possibilité de signer la charte pour la promotion des produits horticoles pour la région Pays de la Loire et également Bretagne, c'est en cours pour la région Centre. On est aussi en relation avec l'UNEP, qui est l'Union nationale des entreprises de paysage. Voilà, donc l'idée c'est effectivement d'être comme ça un peu en lien avec les professionnels du paysage, le monde du paysage, et puis on intervient aussi auprès des CAE par différentes actions. Notamment on avait pu participer au jury de paysage perçu. On est intervenu aussi l'année dernière dans le cadre d'une journée sur la revitalisation des centres-bourgs, où on avait la possibilité en tant que FFP d'avoir un stand et de pouvoir à la fois parler aussi de notre métier et de la façon dont on peut intervenir par exemple sur cette thématique-là. Voilà, donc ça c'est notre présentation auprès des institutions, on va dire. Voilà. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir vous rencontrer, aller à votre rencontre, parler de notre métier auprès du grand public. Et pour ça, voilà, différentes actions sont mises en place, notamment, on va dire, en Bretagne, avec Café Paysage, qui est plus donc sur Rennes, qui se passe plutôt l'hiver. Et donc, du coup, l'idée, voilà, c'est de pouvoir discuter, échanger sur un sujet donné. Et puis, 2 actions qui se ressemblent, qui ne se
qui s'appelle pas de la même façon, mais à la fois c'est le même objectif, c'est-à-dire que sur le temps du midi, de pouvoir justement aller visiter un site avec le maître d'œuvre, avec le maître d'ouvrage. Donc sur Nantes, il y a eu plusieurs actions qui s'appellent Midi Paysage, et puis sur Rennes, donc Paysage emprunté. C'est ouvert au grand public, donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir des informations précises, intéressantes, d'échanger, de discuter sur un projet particulier. C'est ça. Voilà. Et puis aussi des actions envers les adhérents, notamment auprès. Alors on peut avoir effectivement des questions, des réflexions autour des appels publics, des avis d'appel public à la concurrence. Donc voilà, pour répondre de façon technique en fait sur des problématiques données ou des questionnements. Mais en Pays de la Loire, dans la FFP Grand Ouest, pardon, on essaye aussi de développer des formations, de pouvoir échanger, discuter sur des problématiques données, et notamment on a pu mettre en place des formations sur les toitures végétalisées, les vivaces, des visites de pépinières aussi, des visites d'entreprise. La semaine dernière d'ailleurs on était une visite d'entreprise d'une entreprise qui était spécialisée dans les semences de gazon. Voilà, donc l'idée ça peut être des sujets très particuliers, très pointus. On est aussi en attente en fait des souhaits de nos adhérents pour pouvoir répondre vraiment à leurs demandes. Et puis on se doit aussi d'avoir une communication auprès des adhérents, et notamment avec la reconnaissance du titre de paysagiste concepteur. Donc on a toute cette information à faire passer auprès des adhérents pour que les personnes puissent faire cette démarche auprès du ministère pour pouvoir avoir l'autorisation de porter le titre. Autre communication, vous avez eu justement un exemplaire, la possibilité de prendre effectivement des documents comme on avait pu le faire il y a quelques années sur le guide à l'usage des maîtres d'œuvre pour expliquer ce que c'est le métier de paysagiste concepteur. Et à la fois des cartes de vœux, ça fait 2 ans en fait aussi qu'on distribue, alors que c'est plus auprès, on va dire, des instances pour faire connaître aussi notre profession, des cartes de vœux, et à la fois auprès des adhérents la feuille de l'Ouest qu'on appelle, et donc c'est-à-dire que nous on se réunit une fois tous les 2 mois en CA, et suite au CA en fait on envoie aux adhérents un résumé de ce qui a pu être décidé ou discuté autour du CA, et donc ce qui permet aussi régulièrement d'informer en fait les adhérents. Voilà, donc en fait on est vraiment dans l'objectif de faire connaître, de rassembler déjà les adhérents, les professionnels du paysage, de pouvoir échanger, développer ces discussions, et à la fois faire connaître notre métier, nos différents métiers en fait face à cette profession de paysagiste concepteur qui est encore assez peu connue en fait. Voilà, et d'où la possibilité qui nous a été offerte ce soir de pouvoir parler de ce métier-là. Bonsoir, donc Frédéric Fouan, paysagiste donc aux ateliers UP+ de SCE. Donc ça fait maintenant ça fait 24 ans que je suis donc dans cette structure, et on va vous parler avec Gaël donc qui présentera un peu plus aussi son profil sur notre métier et comment on le pratique. Et je voulais aussi préciser un peu quelque chose par rapport à mon parcours où ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille dans le paysage, et donc j'ai vu vraiment les choses évoluer au niveau de notre travail et de la façon d'approcher le paysage. En 1984, quand j'ai commencé à travailler, c'était tout autre chose. Et on voit les choses évoluer de manière assez importante en plus ces 10 dernières années, là on le verra bien. Donc le paysagiste concepteur, ce qu'on a écrit avec Gaël, on a fait un peu comme un piano à 4 mains, hein, on a fait un PowerPoint à 4 mains. Donc en fait, on a trouvé cette définition, c'est le metteur en espace, une espèce de mise en scène du cadre de vie. Et d'abord, c'est une analyse très fine du territoire qui doit être faite. Aussi bien, on verra bien sur les échelles, hein, que ça peut être une toute petite échelle ou un grand territoire. On a des exemples de très grands territoires. Où donc le travail, il s'appuie sur beaucoup de choses. Il s'appuie sur la géographie, la morphologie, sur l'hydrographie. Donc ça, c'est tout ce qui est, on pourrait dire, les sciences de la vie et de la terre. Et puis aussi sur toute la dimension donc sciences humaines, hein, tout ce qui est donc approche de la société, du social entre guillemets pour être bref. Et puis ça vient aussi recouvrir tout ce qui est de l'ingénierie, on le verra en détail tout à l'heure, et puis presque aussi de l'intervention
presque artistique. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais on attend, enfin souvent on attend de nous, concepteurs, il y a, dans le mot paysagiste concepteur, il y a vraiment le côté concepteur, il y a un geste à faire. Et on pourra peut-être en parler plus tard aussi. Il y a aussi la distinction que je veux aussi faire clairement, moi, entre le paysage et l'environnement, ou je dirais plus précisément le milieu naturel. Le paysage, c'est pas le milieu naturel. L'écologie, ce n'est pas le paysage. Bien que on travaille de plus en plus étroitement avec les écologues, il reste une distinction, une définition assez fondamentale entre les deux approches. Et c'est là où ça devient intéressant, justement, parce qu'on vient se frotter à d'autres métiers, à d'autres pratiques, et à de l'ingénierie aussi, vraiment, de l'écologie. Nous, on est davantage, je dirais, un peu dans le sensible. Donc notre travail, c'est vraiment analyser, révéler les forces d'un site, et puis de trouver donc je dirais, le moyen d'accompagner son changement, parce que bien sûr on nous fait intervenir parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a une occupation du sol qui va évoluer, ou parce qu'il y a justement une intention à avoir, donc par rapport justement à des égards à avoir avec le milieu naturel. Le travail du paysagiste vient aussi accompagner le travail des écologues. Donc, je m'appelle Gaëlle Pigné, je suis co-gérante de l'agence MAP Paysagiste à Nantes et je suis paysagiste concepteur depuis 2001. J'ai fait l'école de Blois en ce qui me concerne. On a commencé notre propos, notre introduction par un petit peu de méthode, je dirais, sur notre façon de travailler. Quels sont nos outils de paysagiste, nous, pour faire découvrir un paysage, révéler les forces d'un site, comme on vient de l'introduire. Il y a vraiment un travail de recherche d'enquêteur qu'on doit faire sur chaque territoire sur lequel on est censé agir ou interagir. Et il y a une grosse partie de notre travail qui consiste en la fabrication de cartographies, sur le fait de faire des recherches historiques sur un territoire pour pouvoir établir, rendre lisible en fait les différents éléments d'un paysage. Donc dans notre méthode, on décortique un paysage sous différentes couches, c'est-à-dire qu'en général on va essayer de révéler le socle géographique d'un paysage. Donc en général on change d'échelle, on dézoome, on essaie de regarder un territoire avec ses vallées, avec ce qui fait le relief, quelle est la géologie d'un site, ce qui est vraiment finalement le support de l'évolution du territoire. On fait des coupes de terrain, des cartographies avec des courbes de niveau pour expliquer le relief, pour parfois le révéler dans une ville qui a totalement fini par effacer un relief caché sous la ville. Donc là, il y a vraiment un travail à faire qui est souvent de la redécouverte d'une géographie sur un territoire habité quand c'est le cas. On travaille aussi on observe l'évolution du territoire, alors tant d'une manière cartographique, c'est-à-dire qu'en général on mène l'enquête, et aujourd'hui on a beaucoup de bases de données qui nous permettent de faire des recollements de cartographie ancienne, des cartes d'état-major, des cartes de Cassini, le cadastre napoléonien. On va recoller tous ces éléments-là à la même échelle pour essayer de voir et comprendre avec les photos aériennes qu'on a aujourd'hui aussi. On a accès facilement à l'histoire du territoire. On fait un travail comme ça assez fin en général pour voir l'évolution d'un secteur qu'on a analysé. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est là aussi où on découvre ce qui est caché dans la ville en termes de patrimoine, pourquoi il y a un ancien mur à cet endroit-là, comment avant on avait une ancienne ferme ou un ancien domaine, et puis finalement la ville est venue complètement conquérir le contexte dans lequel autrefois se trouvait cette ferme. On a des petites curiosités dans les villes aussi sur lesquelles on travaille qui s'expliquent par une lecture qu'on peut faire de l'histoire sur le territoire. Évidemment, ce qu'on cherche aussi à mettre en avant, c'est la qualité des paysages sur lesquels on travaille.
Donc on fait un travail fin souvent de diagnostic sur ce qui compose le paysage et notamment les arbres, la strate haute, la strate basse de la présence de la nature en ville ou dans des territoires plus ruraux voire naturels. On essaie d'analyser quels sont les cortèges de végétaux qui indiquent aussi la présence de l'eau, qui cohabitent avec des façons plus artificielles d'occuper un site, et notamment la question des jardins ou de l'esthétique aussi qui est liée au végétal dans la ville notamment, et ces attachements on est un peu finalement là aussi pour mettre en avant en fait la présence du végétal et ses qualités, voire ses défauts dans un territoire, puisqu'on cherche à mettre en évidence aussi les liens qui existent entre la présence de cette végétation, la qualité des sols, mais aussi le lien à cette géographie qu'on a pu analyser plus tôt. Donc finalement, la carte qu'on peut faire de la trame verte, elle est souvent en étroit lien avec l'évolution du territoire au fil du temps. Par exemple, la disparition de haies bocagères ou la trace de très beaux arbres qui appartenaient à des domaines autrefois. Et puis la géographie aussi, puisqu'on peut se retrouver en bord de rivière avec un cortège végétal assez fragile, par exemple au bord de l'Erdre. Moi, je viens de faire une étude sur les bords de l'Erdre, où on a des lieux comme ça, où on a un paysage très fin, très, très fragile, naturel, qui côtoie un paysage habité avec celui des jardins, mais aussi qui côtoie des usages très forts qui sollicitent et mettent à rude épreuve le végétal lui-même. Alors justement, notre travail, donc, il est effectivement assez généraliste parce qu'on doit embrasser aller sur plusieurs métiers presque. Mais on est aussi obligé d'être un peu spécialiste dans notre travail. Donc on doit savoir aussi bien travailler dans le métier du végétal, mais aussi du minéral, aussi du métal, du bois. Donc il y a beaucoup de spécificités, et en fait on doit apprendre un peu à maîtriser tout ça. Et notre travail, il va effectivement de la conception jusqu'à la réalisation. Alors pas tout le temps, mais bien souvent on doit emmener donc notre travail sur le temps long. Avec aussi une adaptation de notre projet. Au départ, il y a une intention, au départ, il y a un programme qui est défini par la maîtrise d'ouvrage. Déjà, il y a peut-être un premier recalage à faire parfois sur le programme parce qu'il y avait ce qui était espéré ou compris dans un sens, et puis finalement, dans la réponse qu'on peut apporter, elle n'est pas tout à fait comme ça, et puis les choses ont évolué entre le moment où le maître d'ouvrage a fait son cahier des charges et au moment où on doit y répondre. Et puis, il y a ensuite il y a toute l'évolution du projet. Alors, c'est vrai qu'il y a longtemps, on faisait un projet tout seul, pratiquement avec notre maître d'ouvrage. La population n'était pas prise en compte, ou très peu. Je me rappelle, il y a très longtemps, des projets, on faisait ça, oui, en chambre, entre guillemets, avec les techniciens, les élus et puis les spécialistes que nous étions. Donc on avait une lourde charge, en fait, on avait une responsabilité très importante, parce qu'on disait, il est sachant, il va savoir tout faire, il va tout résoudre. Et c'était un peu casse-figure. Et puis, heureusement, maintenant, on verra tout à l'heure dans la présentation, c'est que le travail maintenant est beaucoup plus participatif. Et c'est très riche, c'est plus compliqué pour nous, c'est un peu plus, il faut réapprendre à travailler avec les autres et à être humble finalement, travailler de manière un peu plus modeste, mais ça apporte beaucoup de choses et ça permet après d'avoir un projet en tout cas très partagé. Donc, pour résumer un peu plus, là, effectivement, on travaille sur des parcs, des jardins, comme le disait Gaël aussi, des petits quartiers, des bourgs, on verra sur les présentations plus tard, et puis des territoires beaucoup plus larges. Donc, on doit travailler donc sur ces différentes échelles, et avoir un peu toujours la même façon de faire, même si on est sur une petite parcelle. Alors, on ne va pas faire un zoom arrière sur toute la moitié du territoire, mais on doit retrouver un peu, je dirais, un contexte à chacun des projets, même sur une petite taille. Et donc, on doit aussi appréhender le changement. Et c'est là où c'est un peu... on a une boule de cristal qui n'est pas toujours... facile, et on essaye c'est un peu par tâtonnement, on se dit tiens, ça risque d'évoluer comme ça, tel usage va être plutôt comme ci, comme ça, et c'est là où justement la concertation ou la co-construction
est vraiment intéressante et ça permet d'éviter certains écueils. On voulait justement vous présenter un peu à la fois les échelles sur lesquelles on est amené à travailler aujourd'hui, qui peuvent être parfois très larges à l'échelle des grands territoires. Là, on vous présente le territoire de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, sur laquelle, par exemple, MAP Paysagiste a pu travailler sur une étude qui s'appelle l'étude Eau et Paysage, lancée par le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, qui avait jusqu'à maintenant pour mission de travailler en particulier sur le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et qui, avec un ensemble de communautés de communes, a lancé un appel d'offres assez conséquent sur la question très ouverte de l'eau et des paysages. Donc différentes communautés de communes qui ont travaillé avec le pôle métropolitain, qui avait plutôt, jusqu'à maintenant, un rôle de lien entre les territoires, d'équilibrage, de choses plutôt de l'ordre du schéma de cohérence et de schéma urbain, pour aller vers de l'opérationnel, en fait, avec différentes communes qui ne bénéficient pas forcément de services d'ingénierie pointus ou qui ont peu de moyens pour arriver à étudier leur territoire avec des équipes pluridisciplinaires conséquentes. Et en fait, le travail a consisté à analyser plusieurs fils d'eau, plusieurs territoires traversés par l'eau, d'appréhender une mosaïque de paysages complexes sur le territoire qui est quasiment le département. Finalement, on est assez proche des limites départementales. Et on a pu aborder des sujets très vastes comme par exemple la mise en valeur du territoire de Blain qui se situe plutôt autour d'un massif forestier qui est la forêt du Gavre. On a travaillé sur un fil d'eau qui est celui de l'Isaac qui est en lien très étroit avec le canal de Nantes à Brest, mais aussi avec l'Erdre qui rentre jusqu'au cœur de Nantes. Le sillon de Bretagne, il y a des territoires étudiés qui étaient sur Savenay, Cordemais, Lavaux-sur-Loire. Et puis le Marais de Brière, la redécouverte du Marais de Brière, qui est un territoire un peu intérieur, qui est moins connu finalement que les marais salants qu'on va avoir à Guérande, des territoires comme ça à faire découvrir aussi de manière touristique. Donc il y a finalement une double lecture qui s'est jouée sur ces notions de grand territoire. C'est à la fois de révéler des paysages ruraux, la notion aussi d'arrière-pays, puisqu'on est sur une frange à l'arrière du littoral, donc où il y a vraiment une richesse très très forte de paysages. Donc ça a été de révéler ces territoires-là pour derrière mettre en place des études, on va dire, de faisabilité, un peu en entonnoir, on va dire, on part du grand territoire et on arrive sur des interventions, des réalisations concrètes dont je vous montrerai quelques exemples par la suite. Ça peut être un petit belvédère, ça peut être l'aménagement d'une place à l'entrée du Marais de Brière, ça peut être différentes façons d'intervenir sur le territoire pour le faire découvrir, pour le parcourir, et puis pour avoir une attention particulière sur la question de la fragilité des paysages d'eau. Donc là, c'était finalement, moi, c'est la première fois que je travaillais sur un territoire aussi large, et dans une complexité qui est à appréhender, à rendre lisible et compréhensible par un groupe d'élus, et puis après par des groupes d'habitants, puisqu'on travaille aussi sur chacun des territoires avec chaque Comcom, avec des groupes d'habitants ou en concertation. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce pont qui existe entre ce schéma de cohérence, ces attentions qu'on a pu porter sur ces territoires-là, jusqu'à des actions très concrètes. Donc ça, c'est quand même une expérience assez riche. Et je crois justement que tu as quelques exemples aussi dans ce cadre-là. Je te passe ça. Un peu dans la même veine, on a travaillé donc aux ateliers P+, là, sur la Vilaine aval, en fait entre Rennes et à descendre à peu près sur 20-25 km. Un travail aussi relativement important au niveau de l'échelle. Vous voyez sur la cartographie là qui voit un peu
une espèce de coulée verte qui est plus ou moins large suivant les territoires communaux qui sont traversés par la Vilaine, et où là on était à l'inverse de ce qu'a présenté Gaël. Là on n'était que dans l'étude amont, étude préalable, étude de faisabilité, un document cadre qui permet après de reconsulter donc des équipes sur de la réalisation de la maîtrise d'œuvre. Et je crois que c'est l'agence Terre qui est lauréat de cette consultation qui a été faite en aval. Et donc là, on avait travaillé avec Michel Corageau, qui était donc le mandataire de cette opération. On était peut-être mandataire, je ne sais pas, une collègue qui a travaillé sur le dossier. Moi, je n'ai pas travaillé particulièrement sur ce dossier-là. J'ai travaillé sur d'autres dossiers où il y avait aussi une notion de grand paysage. C'était tout ce qui était la politique de l'équipement, tout ce qui était le paysage, 1% paysage et développement, par rapport aux infrastructures routières, où il y avait toute une problématique sur, je dirais, le maintien d'une qualité paysagère aux abords des grandes structures, des grandes infrastructures routières. Donc ça, il y a une quinzaine d'années, et on a fait quelques grands projets comme ça, notamment sur toutes les routes structurantes du Finistère, et aussi entre la Charente-Maritime et la Charente et le Limousin, donc un grand territoire. Il y avait plus de 150 km de routes à analyser, et avec un fuseau d'analyse qui était en fait le périmètre de co-visibilité. Donc parfois c'était un périmètre qui était extrêmement profond. Quand on était sur une vallée, ça allait jusqu'à 10 km. Et donc il fallait donner un peu les règles du jeu et travailler beaucoup avec les élus aussi sur la façon de gérer, je dirais, l'arrivée d'une nouvelle infrastructure routière pour pas avoir d'effets entre guillemets perverses sur les zones d'activité qui viennent s'agglutiner aux échangeurs, sur l'appauvrissement de certains des arrières de parcelles. Enfin, il y avait tout un travail qui était très très important et en amont donc de tout ce qui pouvait se faire après en réalisation en travaux. Donc là, on parlait en introduction de la relation aux espaces naturels et à l'environnement et à certains paysages fragiles. Là, pour le coup, on présente un exemple de projet qui s'est fabriqué justement dans la suite de l'étude eau et paysage sur le marais de Brière. C'est une toute petite action qui fait partie d'un ensemble plus important d'actions. C'est une première action qui a été lancée par le PNR de Brière, qui consiste à rendre praticable une partie du marais de Brière, puisque c'est un marais qui est assez difficile à pénétrer aujourd'hui, puis c'est un marais qui présente certains usagers qui n'ont pas envie de forcément voir beaucoup de nouvelles personnes traverser le marais, donc il faut être aussi assez prudent. C'est un marais aussi qui est assez fragile au niveau écologique, avec une importante réserve naturelle pour certaines espèces, donc c'est pas un site qu'on peut traverser aussi de manière trop importante, donc il faut y aller mollo. Et c'est un paysage d'eau, donc c'est un paysage qui est couvert par l'eau une bonne partie de l'année. Et du coup, le projet du PNR, ça a été de mettre en place un platelage et une boucle de circulation pour faire découvrir les caractéristiques du marais avec les différentes douves, les espèces qui peuvent être présentes sur ce territoire-là, la saisonnalité, la question du niveau d'eau, la manière dont fonctionne le marais, qui est un marais très spécifique, qui est un marais indivis qui est censé appartenir à l'ensemble des habitants du territoire de Brière, et qui est un marais aussi qui est chassé, où il y a pas mal de chasseurs qui justement revendiquent aussi ce morceau de territoire. C'est un marais qui est peu navigué, mais avec des contraintes très particulières qui sont celles des chalands. Donc on n'a pas le droit de faire par exemple du canoë dans le marais de Brière. Il faut être en chaland, en bois, il y a certaines normes liées aussi au PNR qui protègent en fait ce territoire-là. Donc là voilà, on a installé une première intervention qui est une boucle de découverte piétonne. Là, c'est une photo qui a été prise au printemps avant l'ouverture de ce site-là. C'est à Saint-Malo-de-Guersac. Donc c'est une première action pour faire découvrir le marais de Brière. Et ça, c'est une suite d'eau et paysage directement. Et il y a des aménagements qui vont être réalisés dès l'an prochain à Saint-Malo-de-Guersac sur l'ancien port de Rosé, qui est directement en connexion avec cette boucle de découverte d'immersion en Brière.
Une des suites aussi des études eau et paysage, ça a été notamment de travailler sur la voie verte qui relie le Gavre à Bouvron. Alors qu'est-ce que c'est une voie verte? Une voie verte, là, c'est une ancienne voie ferrée désaffectée qui, la décision a été prise de redonner ce territoire-là en termes de circulation douce aux différentes communes qui sont traversées et de créer une double piste cyclable. En fait, c'est une allée verte, donc un minimum de 3 mètres de large praticable pour les cycles et les randonneurs, qui met en lien les territoires. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, il y a le travail sur un fil assez étroit du territoire, mais qui traverse différentes séquences du paysage et qui traverse aussi différentes communes avec son propre niveau d'équipement, ce qu'on peut y trouver. Il y a aussi tout un travail sur comment, depuis la commune, on va venir rejoindre cette voie verte, et depuis cette voie verte, on peut découvrir aussi l'intérieur du territoire. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un double regard sur une action très contrainte dans l'espace. Dans le même esprit, on a fait 2 autres études. Je peux pas laisser l'image. On n'a pas d'image là. Enfin, j'en ai pas voulu en mettre aussi trop. Qui est un peu dans la même démarche sur quelque chose de très linéaire. C'est le canal de Nantes-à-Brest. On avait fait une étude il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et oui, il y avait aussi donc cette notion de relais, d'espace de relais, notamment au niveau des écluses, pour aller découvrir la RPI ou aller vers les villages qui sont traversés. Et puis un autre mode aussi de déplacement en piéton aussi, qui sont les études qu'on a fait et la maîtrise d'œuvre qu'on a fait sur une partie donc du sentier littoral aussi sur la façade atlantique ici sur le département, donc entre Saint-Nazaire et à remonter donc vers le nord. Alors autre travail que peut faire un paysagiste aussi, c'est intégrer aussi dans une équipe pluridisciplinaire, comme ici donc pour le PLUI donc de la communauté d'agglomération de La Rochelle, pour laquelle on était associé donc avec d'autres bureaux d'études, notamment un consultant et puis un Créocéan, donc un cabinet d'ingénierie maritime. Et donc là, les paysagistes et les urbanistes ont travaillé sur donc un périmètre assez large, une communauté d'agglo, je crois que c'est une vingtaine de communes. Donc c'est un travail aussi prospectif et en même temps de révéler déjà les fortes capacités du paysage ou les points forts du paysage, les enjeux, et de savoir, je dirais, orienter l'aménagement urbain et donc la progression donc de l'urbanisme au regard des sujets donc du paysage qui parfois sur ce type de territoire recoupe les qualités aussi environnementales très fortes. Quand on superpose les paysages qualitatifs et le milieu naturel de grande qualité, on a parfois une superposition qui est assez étonnante, qui est très révélatrice finalement d'une synergie qu'il y a entre nos deux métiers. Donc là, par exemple, on change un petit peu d'échelle. On est en train de cadrer sur l'échelle communale et là aussi sur la question importante de notre métier, qui est une approche pluridisciplinaire, un travail transversal qu'on mène quasiment jamais seul, bien sûr. Le paysagiste, il travaille en équipe. C'est un petit peu on est souvent tous confrontés au travail en équipe. On travaille avec des architectes, on travaille avec des urbanistes, on travaille avec des programmistes, des sociologues, parfois des artistes. Suivant les sujets, on peut se retrouver à travailler vraiment dans des cadres d'études très, très diversifiés. Et la plupart du temps, toujours avec des partenaires. Il y a aussi les bureaux d'études VRD, avec qui on travaille assez souvent. Donc, il y a une approche sur le territoire autour de la question de l'urbanisme qui est partagée. Et je pense que la plupart des paysagistes ne se revendiquent pas forcément urbanistes, puisqu'ils considèrent que ce travail sur la façon d'urbaniser un territoire, elle doit être transversale. En tout cas, moi, c'est ma position. Je pense qu'il y a
la réflexion sur un territoire et la manière de le voir évoluer dans son enveloppe bâtie, dans la reconquête d'un centre-bourg, etc. Ou même la réflexion sur un nouveau quartier ou sur un centre-bourg ancien, elle doit être vue par différents professionnels pour pouvoir échanger sur cette question qui n'a pas... on n'a pas tout faux, on n'a pas tout juste, mais c'est vraiment une approche à croiser. Et il y a un travail assez fin à mener avec les décideurs à travers ces différents regards qu'on peut avoir qui sont complémentaires. Donc nous, on est amené à intégrer très très souvent des équipes. Et là, pour le coup, on a travaillé sur un plan guide à l'horizon 2030 sur la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, avec l'agence TICA urbaniste. Il y avait aussi le bureau d'études Céramide en bureau d'études Verdé. Je vous dis ça parce que c'est vrai que ça montre aussi les collaborateurs et les différents regards qu'on pouvait avoir. Et il y avait une sociologue aussi dans l'équipe pour justement avoir un regard multiple sur la question de l'évolution du territoire. Et ça... c'est souvent des aventures, les projets comme ça à l'échelle communale, puisqu'on arrive sur un territoire où nous, on n'a jamais vécu. On ne connaît pas toutes les contraintes, on ne connaît pas les différentes ambiances du territoire, ses qualités, donc il y a tout à découvrir. Donc on ne va pas s'immerger et prendre une location dans le centre-bourg de Saint-Nicolas-de-Redon quand on commence à y travailler. Néanmoins, il y a quand même un gros travail immersif à faire, sillonner, faire du vélo, marcher à pied, y aller la nuit, suivre aussi les gens qui habitent là, donc créer des groupes de projets qu'on peut suivre en faisant des visites en marchant avec ceux qui vivent le territoire, écouter les élus, mais pas que, savoir les contredire aussi parfois. Donc c'est un travail qu'il faut forcément, à mon sens, faire à plusieurs. Et c'est de plus en plus le cas, puisqu'il y a beaucoup d'appels d'offres qui sortent aujourd'hui avec des urbanistes, des architectes, des paysagistes, des bureaux d'études, qui peuvent répondre à ce type de questions pour pouvoir compléter les regards des uns et des autres et puis aider à la décision, parce qu'en fait le but ultime c'est quand même celui-là, c'est d'arriver à accompagner une collectivité au-delà de la question du mandat politique dans le long terme, puisque là par exemple on se projetait à 2030 dans des qualités d'usage qui sont parfois un peu juste dans le cadre de vie et qu'on aimerait voir découvrir avec peu de moyens pour pouvoir réaliser des travaux. Parfois, c'est aussi ça la réalité de ces territoires, c'est d'inscrire les choses dans une notion de plan guide. Et ça, c'est une notion qui n'est pas forcément facile à expliquer à des élus tant qu'ils ne l'ont pas forcément vécu. Je sais que les CAUE font un travail en amont sur des études comme ça. Là, c'est intéressant de noter que justement, le CAUE est intervenu en amont de l'étude pour écrire un cahier des charges avec la commune et pouvoir les aider, les accompagner, les convaincre sur le fait de faire un plan guide, puisqu'ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un plan guide. Et ça ouvre déjà les esprits des élus, de la collectivité, pour être capable de lancer une étude sur du long terme, parce que ça, c'est pas non plus évident. On rentre parfois sur des territoires où il y a un problème technique très fort. En l'occurrence, là, c'était une forte circulation automobile près du canal de Nantes à Brest, avec une très très forte contrainte, une notion de danger, de traversée du bourg, un bourg qui se meurt un petit peu, qui n'a plus vraiment de commerce. Donc il y a des entrées parfois très techniques, parfois très humaines, parfois très commerciales, dans lesquelles il faut aussi se plonger, mais qu'il faut aussi savoir dépasser à travers la notion de plan guide, qui essaie, lui, le plan guide, de tout prendre en compte. Donc ça, je pense que c'est intéressant, et ça rejoint le travail que tu as sûrement dû avoir à faire, Frédéric, sur la question des plans locaux d'urbanisme, ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux maintenant, qui obligent les uns et les autres à changer d'échelle et à essayer de coordonner les actions et finalement une stratégie sur le territoire dans le long terme qu'on peut avoir à plusieurs communes. Donc ça, c'est des enjeux aujourd'hui qui sont très forts, puisque les choses deviennent intercommunales.
Donc sur l'échelle communale, je viens déjà d'en parler, mais ça permet de zoomer et de voir que parfois, on va travailler à l'échelle d'un centre-bourg. Là, on avait fait un plan guide. Je crois que le CAE était intervenu aussi, il me semble, en amont pour l'écriture du cahier des charges. Je me souviens plus. Non, pas sur Bouvron, peut-être pas. Je me souviens plus. Ouais, je me souviens plus de l'entrée exacte. En tout cas, le travail là, par exemple, ça a été de réinvestir une place centrale dans le centre-bourg, qui est traversée par des routes départementales et une route nationale qui va être déclassée puisqu'il va y avoir une déviation. Donc il va y avoir un changement de statut d'une voie structurante qui permet d'imaginer un futur aussi pour le cœur de bourg. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fond de scène une programmation bâtie que l'agence TICA a travaillé assez finement sur le volet aussi architecture en termes de programmation, qui était un ancien îlot artisanal qu'il a fallu déjà qu'on analyse pour voir s'il était réutilisable avec les anciens bâtiments. En l'occurrence, en termes de structure et tout, c'était très difficile de faire évoluer le bâtiment sur lui-même. Donc la décision a été prise de démolir. Il y avait même des endroits où c'était assez dangereux. Ça a été de démolir et de proposer une nouvelle programmation en plein cœur de bourg, ce qui n'est pas forcément courant sur un centre-bourg ancien, mais qui donne aussi la possibilité, en termes d'échelle d'intervention, de créer un nouvel îlot, ce qui est pas forcément fréquent. Après, la question se pose aujourd'hui, qui se pose aujourd'hui à Bouvron, c'est de trouver un opérateur qui veuille bien aller construire à la campagne. Ce qui est une autre question de fond aujourd'hui sur les différents acteurs de la construction, qui sont plutôt aujourd'hui investis dans des domaines urbains ou périurbains, et qui, sur nos territoires, avec des bourgs assez dynamiques, on est sur des bourgs assez attractifs, qui ont un niveau de service intéressant, une ambiance de vie assez chouette, où on rencontre plein de gens passionnés par leur village, par leur vie, les paysages alentours, qui trouvent une qualité de vie très intéressante, un groupe scolaire rénové entièrement, super chouette, on mange bio à la cantine depuis 10 ans. C'est aussi des lieux qui attirent des nouveaux habitants, mais comment on fait pour réaccueillir aussi les anciens dans le centre-bourg, et quels opérateurs on trouve pour construire aussi des nouveaux îlots sur ces territoires-là, en dehors de la question du lotissement. Ça a été une question assez forte pour laquelle, finalement, la commune de Bouvron est engagée. Elle a décidé d'acheter le foncier, de pouvoir trouver un opérateur, se battre et de créer une vraie place de village, là où aujourd'hui on a un grand parking à la croisée de routes structurantes. Donc on se retrouve parfois à devoir détailler notre plan guide à travers une programmation plus fine, à la fois sur du bâti pour les architectes et puis sur les espaces publics, quand nous on se retrouve à devoir dessiner, faire des esquisses en plan, quantifier les aménagements qu'on aurait à faire et puis les chiffrer, pour que la commune derrière sache exactement combien ça pourrait lui coûter en coût d'objectif, et puis après développer une logique budgétaire, aller chercher des subventions, voir sous quel timing elle peut engager ou non des travaux. Le plan guide peut servir aussi à ça, aller vers de l'opérationnel. Un peu dans... du coup, j'appuie trop fort. Ah ouais, peut-être que quand tu appuies... Voilà. Ça bouge plus. Un autre projet aussi un peu dans la même veine, c'est donc Beuzeville. On n'est pas dans le département, mais en fait, il faut voir dans cette grande place aujourd'hui, c'est un vaste parking. Il y a des voies qui font tout le tour de la place et on voit plus du tout les façades, on voit plus rien. Enfin, c'est complètement, je dirais, pollué par la voiture qui a pris toute la place. Et là, le projet, c'était de redonner plus d'espace aux piétons, redonner aussi de la dynamique au niveau des commerces qui sont au rez-de-chaussée et de revitaliser ce centre-bourg aussi. Donc il y a un vrai travail d'analyse et de concertation aussi avec les services, et puis mais pas que, et pour retrouver donc un projet qui est beaucoup plus
dirais, dans l'air du temps, c'est-à-dire éviter que la voiture prenne toute la place de l'espace public, et ça on le voit dans beaucoup d'endroits, et où il y a un vrai travail aussi de pédagogie sur ce type de projet, pour faire accepter par les uns et par les autres, et notamment par certains commerçants qui ont un peu de mal parfois à comprendre que l'adage américain « no car, no business », c'est peut-être pas non plus quelque chose d'intangible, et qu'on peut retrouver justement une activité commerciale avec des espaces piétons, des espaces à vivre, en ayant des parkings aussi, des stationnements, peut-être plutôt sur des poches à l'arrière, un peu plus disséminés dans le territoire, mais finalement pas beaucoup plus loin. Et c'est là où, dans le diagnostic ou dans le travail qu'on fait avec la population ou avec les professionnels, les commerçants. On l'a fait d'ailleurs à Saint-Marc-d'Aja il y a quelques années, où on monte tout simplement avec un compas, on dit voilà, le parcours à pied c'est quoi? C'est 4 minutes, vous faites déjà, je sais pas, 300 mètres, ou peut-être pas, mais donc voilà, on va objectiver un peu des choses qui sont complètement dans le ressenti. Les gens disent non, mais là, je peux me garer juste devant. Non, mais si vous garez 20 mètres derrière, vous allez faire les 45 secondes, vous allez faire tant de mètres et vous allez finalement y arriver aussi. Et alors, après, il y a les problématiques les paquets qui sont un peu gros, donc il y a les centres commerciaux, ça c'est un autre sujet. Mais sur le centre-ville, on peut faire évoluer les gens sur leur comportement, leur façon de vivre la ville et d'utiliser l'espace public justement de manière beaucoup plus partagée. Alors, on passe à l'échelle du quartier et du renouvellement de la ville sur elle-même. Là, on avait envie d'évoquer la question des ZAC et du renouvellement urbain. Alors, à travers la notion de ZAC, la ZAC, c'est une zone d'aménagement concerté. Donc, ça ne parle pas forcément de territoire. Des fois, on a l'impression qu'une ZAC, en fait, c'est du catapultage d'urbanisation dans un milieu rural, par exemple. C'est assez fréquent. Mais en fait, c'est juste une démarche, c'est une façon d'urbaniser la ville. Et c'est une méthode de travail, finalement, puisque c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure du temps, avec différents volets réglementaires. Et notamment le fait de, quelque part, concerter et partager autour de la question de l'urbanisation. Là, on parle d'un territoire qui est situé à Angers. On est sur un ancien quartier d'habitat social où il y avait 100% d'habitat social sur ce quartier-là, avec un seul bailleur social, dont le patrimoine avait vraiment vieilli, le patrimoine architecturale avait vraiment vieilli. Il y a eu des études qui ont été faites par ce bailleur social qui a pris la décision à un moment donné de démolir l'ensemble de son patrimoine. Ce qui pose des questions importantes d'attachement au territoire, de qu'est-ce qu'on fait des habitants, avec un niveau social assez inquiétant d'une partie des habitants qui avaient toujours habité là, qui n'allaient pas plus loin qu'1 kilomètre de chez eux, qui n'avaient pas forcément de droits sociaux encore. Donc un vrai chantier aussi de réhabilitation de certaines personnes à travers le relogement par le bailleur social en question. C'est un travail qui a été fait en amont de notre arrivée avec les urbanistes et architectes de l'équipe In Situ qui est basée à Nantes. On est en équipe avec un sociologue aussi sur ce sujet-là. Et il y a un bureau d'études VRD qui est en charge aussi du contrat de réalisation des espaces publics et de réalisation de l'ensemble des réseaux sur le quartier pour le rendre habitable dans un nouveau dessin. Puisque là, pour le coup, ça a été un peu l'idée de tabula rasa, assez violent, assez dur à vivre pour ceux qui vivaient là ou juste à côté, et puis assez étonnant aussi dans un contexte où on est sur un petit territoire qui est compris entre 2 énormes ZAC à Angers, entre la ZAC des Capucins et la ZAC Mayenne, où là, pour le coup, ces 2 ZAC-là, c'est des nouvelles zones habitées. C'est des lieux qui n'étaient pas habités autrefois, qui sont vraiment des nouveaux lieux du prolongement de la ville d'Angers jusqu'à Avrier, finalement, et sur la couverture de l'autoroute. Donc là, nous, on est un tout petit maillon de la chaîne, avec une notion
d'effacement d'image, parce que même politiquement, on a entendu aussi ces choses-là. On n'appellera plus Verneau, on appelle encore Verneau, je vous rassure. On s'est battu pour ça. On a aussi travaillé, il y a beaucoup d'habitants sur les franges de ce quartier-là qui autrefois habitaient dans les logements sociaux, qui habitent dans des petites maisons qui appartiennent à ce même bailleur. Donc la population, il y a une partie qui est encore en place, avec ses propres attachements, ses propres habitudes. Et effectivement, c'est comment on invite de nouveaux acteurs de la ville. Et là, en l'occurrence, les premières opérations, c'était des bailleurs sociaux qui les ont construites, mais aussi des promoteurs. Donc on rentre dans un nouveau jeu d'acteurs qui intervient plutôt sur la périphérie, dans des territoires plutôt vierges, dépourvus d'attachement ou d'image justement à un paysage ou à une façon de le vivre, à un lien au cadre de vie. Donc on a des promoteurs qui arrivent et qui doivent entrer dans le jeu quelque part du quartier. Et ça, c'est pas forcément simple de leur faire passer un message différent sur un quartier comme celui-ci que sur le quartier qui est à 500 mètres plus loin ou même à 100 mètres de l'autre côté de la rue. Donc c'est de dire, ici on a des règles du jeu qui sont différentes, on a un contexte social et des attachements qui sont différents. Le quartier était là avant qu'on intervienne. Donc on s'est saisi finalement de l'histoire du quartier pour essayer de retravailler sur une partie des rues existantes en essayant de les maintenir, de les améliorer. Et puis, on a fait un pari sur le projet en disant que il fallait parier sur le tramway qui arrivait aussi sur ce secteur-là. Il y avait une nouvelle donne. Le tramway à Angers, il y a une première ligne qui vient justement sur le plateau de la Mayenne qui est tout proche. Donc on a décidé de travailler le projet urbain autour d'une structure, une armature de liaison piétonne accompagnée par du paysage avec des arbres, une aire de jeu qui va venir s'installer et tout ça progressivement. Donc on a un cœur de quartier qui est entièrement piéton. On a rejeté la voiture sur les périphéries. Sur les rues existantes qui étaient déjà présentes pour rentrer dans les cœurs d'îlots et pouvoir se garer, et libérer, avoir un double adressage pour les nouvelles habitations, à la fois une adresse sur jardin, quelque part sur l'intérieur du quartier, puis une adresse qui est celle de l'arrivée par la voiture, mais qu'on laisse aussi dans le parking sous l'opération ou juste à côté de l'opération. Donc un travail qui a été important ici, ça a été de jouer l'idée de la métamorphose plutôt que de la rupture d'image. Avec le sociologue, on a bien vu en quoi le politique aussi voulait être dans la notion d'effacement. Donc nous, avec l'urbaniste, on a vraiment défendu la question de la trace, la question de la réutilisation. C'est un quartier qui a vu énormément d'actions récente sur la réhabilitation justement des espaces publics. Donc il y avait eu beaucoup d'argent mis récemment à travers les plans en rue payés par l'État. Donc nous, on a cherché à repérer les arbres existants qui avaient déjà été plantés, essayer de les conserver, créer une pépinière provisoire pour mettre en jauge les arbres qui avaient été plantés dans les 10 dernières années qu'on pouvait déplacer pour replacer dans le futur projet urbain, de réutiliser les bordures, réutiliser les matériaux en place, essayer de réutiliser le mobilier aussi qu'on est venu rénover avec des jeunes du quartier. On est venu rénover des bancs, par exemple. Donc ça a été aussi d'aller sur le champ social à la rencontre de ceux qui sont déjà là, pour que les lieux aussi retracent cette histoire de recyclage aussi d'une image, d'un territoire, et que les choses se fassent progressivement. Donc il y a eu un peu plus d'investissement de fait dans des allées provisoires qui traçaient déjà les futurs espaces publics, et aujourd'hui on est en train d'intervenir de manière définitive sur le cœur du quartier, notamment là en plein milieu de la photo. On est en train de fabriquer une aire de jeu et un jardin qui pouvait être réalisé qu'à un moment où il y avait les habitants aussi. Donc on a travaillé en concertation avec les nouveaux et les anciens habitants autour d'un projet commun au cœur du quartier. Donc on va fabriquer une aire de jeu qui est assez proche de celle qu'on a pu réaliser sur l'île de Nantes, là encore en concertation avec les habitants. Sur un quartier qui a pas mal bougé sur l'île de Nantes très récemment, on avait
la première phase de la ZAC Beaulieu qui avait été réalisée dans les années 70, et puis le plan urbain de l'île de Nantes qui a programmé des nouveaux logements plus denses, plus hauts, sur des territoires qui étaient plutôt des prairies ensablées, où il y avait peu de choses qui se passaient sur ces endroits-là, avec un tracé notamment d'une nouvelle voirie en bordure de ce jardin. Alors ce jardin-là, il a la particularité d'avoir été programmé sur un lieu qui avait un rôle technique d'infiltration des eaux pluviales. C'est-à-dire que c'était un espace en creux, imaginé par Alexandre Chemetov, qui a fait le plan urbain de l'île de Nantes, en tout cas le premier à avoir dessiné cette stratégie urbaine sur ce territoire-là. Et du coup, il y avait une contrainte forte, c'était de se dire qu'il faut maintenir un usage technique d'infiltration des eaux pluviales, mais on veut aussi que ce soit un lieu de vie, et il y avait juste la thématique ludique qui avait été annoncée dans le programme. Donc après, l'idée, c'était de fabriquer un programme avec les habitants du quartier et de voir quelle était la demande autour de la notion de ludique, finalement, qu'on a cherché à dépasser aussi en se disant qu'il faut que ce soit un lieu ludique, mais pas derrière ludique, c'est pas forcément qu'une aire de jeu pour les enfants. C'est peut-être un lieu où on se sent bien, on vient se poser, où on peut avoir une grande table de pique-nique au cœur du jardin. C'est d'être dans la convivialité aussi, parce que ça semblait manquer aux différents usagers. Même s'il fallait répondre à la question de jeu pour les enfants. Donc on est venu créer une île en bois dans ce massif en creux qui conserve ses qualités techniques d'infiltration des eaux pluviales du quartier. Donc ce qui est intéressant, c'est comme on est en creux, on est aussi assez protégé des circulations automobiles. Ça a créé une situation assez intéressante, alors qu'elle était technique au départ. Donc il a fallu... Là, le rôle du paysagiste, ça a été d'accompagner le maître d'ouvrage dans la formalisation d'un programme avec les usagers ou les futurs usagers. Et ça a été aussi de défendre la question de l'utilisation d'un matériau naturel qui est le bois dans l'espace public, à un moment où à Nantes, il y avait une circulaire qui passait dans les services et qui disait « on n'en veut plus du bois ». Donc c'est fini pour le bois, on mettra plus de bois dans les espaces publics. Donc un des gros combats, ça a été de défendre l'utilisation du bois dans l'espace public, de convaincre d'utiliser une essence adaptée. Et là pour le coup c'est du robinet, c'est un peu technique mais ça a sa petite importance. C'est du bois qui n'est pas traité, qui est un bois européen et qui est capable de tenir dans le temps sans traitement et sans trop d'entretien. Donc là, voilà, parfois on a des rôles à jouer aussi sur le choix d'un matériau biosourcé, sur une approche environnementale de l'aménagement, sur la question de la durabilité des choses, et puis d'assurer finalement la manière d'où viennent les choses, comment on les utilise, comment on doit les entretenir pour qu'elles durent dans le temps, et comment parfois un aménagement il est aussi remplaçable, ou sur lequel on peut intervenir en réparation. Donc là, il y avait on a un rôle à jouer assez souvent sur les projets, sur la question du lien avec les services, sur la question de la gestion. Donc ça, c'est un de nos rôles aussi, c'est d'accompagner les collectivités sur les choix. Parfois, là, il y avait cette circulaire sur le bois, mais parfois, dans certaines collectivités, on a des chartes d'aménagement qui disent là, ce type de pavé, on n'en veut pas, ce type de matériau, le béton sur les trottoirs, nous, on n'en veut pas, ce sera de l'enrobé ou de l'asphalte. On a parfois, comme ça, des a priori par rapport à des recettes d'aménagement qui sont quand même, nous, nos outils de travail aussi, puisque ça joue sur toute l'ambiance d'un site, ça joue aussi sur la perméabilité des sols, ça joue sur la nocivité de certains matériaux par rapport à d'autres, etc. Donc on est souvent là pour essayer de convaincre aussi des gens qui sont calés sur... parce qu'on leur a dit à un moment donné, en termes de gestion, c'est pas jouable. Donc ça, c'est aussi un rôle important et c'est pas toujours facile.
Ouais. Ça, c'est juste à côté, un exemple de place, mais on a déjà parlé de place. On est de l'autre côté du square de Bollardière, sur la place de la Galarne, où ça a déjà été dit, Frédéric, tu parlais du travail avec les commerçants. Donc là, pareil, il y a eu un travail important de fait avec les commerçants sur cette placette, parce qu'autrefois, on avait 100% de parking sur ce territoire-là, et une ancienne mairie annexe qui était au milieu de la place, donc occupait tous les usages possibles. Il n'y avait pas d'espace ouvert, pas d'espace de représentation, pas d'espace de terrasse pour les cafés. Donc on a complètement revu l'aménagement, et c'est vrai que comme la programmation de ce site, c'était de faire une place plutôt ouverte, et le travail avec les commerçants et les habitants nous a amené aussi à amener de la nature sur cette place. C'était une vraie demande. On s'est même retrouvé à dire en tant que paysagiste, faut qu'on puisse avoir des espaces ouverts, un peu minéraux, et on ne va pas créer forcément un jardin ici. Donc des fois, le paysagiste, il est aussi là pour ça. Ouais, je continue, mais c'est juste pour dire qu'un projet peut en cacher un autre ou en contenir un autre. Sur la place de la Galarne, on a travaillé notamment avec des enfants à travers les ateliers, des architeliers qui sont organisés par l'Ardepa, qui est une association qui est là pour promouvoir aussi l'architecture, et qui fait un gros travail sur la sensibilisation et l'approche de publics parfois jeunes, du coup les architeliers. Le sujet, c'était d'intervenir sur la place de la Galarne qu'on vient de voir, et de venir travailler avec une mosaïste pour inclure dans le calpinage de la place, le rythme des grandes dalles, de venir installer un motif plus petit réalisé par les enfants sur 2 ateliers, sur 2 ans du coup. On s'y était pris un peu à l'avance pour que ces mosaïques soient intégrées dans la place. Et puis c'est vrai que régulièrement, du coup, on travaille aussi auprès d'enfants pour parler de notre métier, parce que c'est un métier qui est aussi qui passe bien aussi avec les jeunes, qui présentent pas mal d'intérêt pour leur cadre de vie. C'est vrai que c'est assez simple de parler avec les uns et les autres de son cadre de vie ou de son paysage. Donc avec les enfants, il y a un travail qui est souvent très intéressant à faire et très riche. Et du coup, on voulait aussi aborder la question de l'échelle de l'espace privé, l'espace habité, sur lequel on est amené à travailler les uns et les autres de différentes façons. Et c'est vrai que toi, Céline, si tu peux en dire un mot aussi sur le travail avec finalement le privé, quoi. Le privé, oui, les particuliers. Alors, toutes les échelles qui ont été abordées, effectivement, en tant que CAUE, on les aborde aussi. On est à même de travailler sur ces différentes échelles. De toute manière, le travail sur les différentes échelles, c'est le propre de notre métier, en fait. Et à la fois, on a amené, nous, en tous les cas, au CAUE de la Sarthe, je ne sais pas si c'est le cas ici, je ne suis pas sûre. Mais voilà, on donne des conseils aux particuliers en paysage. Et du coup, voilà, c'est plutôt intéressant parce que ce sont des échelles qui ne sont pas évidentes. Malgré tout, on a l'impression que quand on travaille sur une petite échelle, c'est assez facile. Et en fait, c'est quelquefois beaucoup plus difficile que le travail à grande échelle. Parce que tout de suite, on est confronté à des questions, on est sur des petites parcelles, généralement, avec des problématiques de voisinage, de traitement de limites, d'essayer de trouver des ambiances différentes dans un jardin. Et voilà, donc autour de ces rendez-vous qui sont gratuits aussi, hein, comme pour les rendez-vous en archi, on aborde différentes thématiques. Et on est surtout là, et je pense que c'est aussi une qualité des paysagistes, c'est l'écoute et la curiosité. Écouter ce que les personnes nous disent, mais à la fois écouter en fait le territoire, écouter le terrain, enfin ce que l'environnement peut nous donner déjà comme information. Ça, c'est déjà la base. Et la curiosité, je pense que c'est aussi intéressant puisque ça permet, enfin c'est intéressant, c'est une qualité qui permet aussi justement d'essayer de découvrir, de chercher et de trouver des solutions. Et
donc voilà, donc on parle au travers de ces conseils, on parle également aussi de gestion, puisque quand on aménage un territoire, que ce soit en milieu urbain ou milieu rural ou notamment sur des petites parcelles, tout de suite quand on aménage, on pense forcément à la gestion en fait de notre espace par la suite. Et donc on l'intègre dès le départ dans cette réflexion-là, puisque bien souvent les personnes qui viennent nous voir, ils ont soit une petite parcelle ou une grande parcelle. Il y en a encore qui peuvent avoir, enfin nous en tous les cas dans notre territoire qui est peut-être un peu plus rural que ici, on a des personnes qui peuvent avoir vraiment des grandes parcelles qui habitent en campagne, mais à la fois qui n'ont pas le temps pour entretenir, qui ont un jardin mais qui savent pas quoi en faire, et donc du coup c'est de proposer en fait des aménagements qui leur conviennent par rapport à l'usage qu'ils veulent en faire aussi, et puis leur donner des idées, mais à la fois de tout de suite trouver des solutions qui permettent justement peut-être de diminuer en fait ce temps d'entretien, même si on travaille avec du végétal et que le végétal pousse et qu'il faut forcément à un moment donné intervenir, mais on peut intervenir de façon différente en fonction du choix des végétaux, en fonction de la place qu'on leur laisse. Voilà, donc ça ce sont vraiment des notions effectivement qu'on a à même d'aborder au CAE de la Sarthe. On en a déjà parlé, donc on accompagne donc le maître d'ouvrage, les clients, donc dans tous ces choix-là de la mise en œuvre, de la transformation donc du territoire, et jusqu'au parfait achèvement des travaux. Et ça, c'est important effectivement. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est la gestion. Ça veut dire qu'il faut intégrer tout de suite avec les services des villes, services des collectivités, comment on va gérer tout cet espace-là, parce que souvent on est un peu des empêcheurs de tourner en rond. Alors déjà, on embête les ingénieurs parce qu'on veut des trucs un peu tordus dans tous les sens, et eux, ils aiment bien les lignes droites ou les trucs faciles à faire. Donc on les embête déjà. Et après, on va un peu aussi embêter parfois les services des villes, parce que c'est vrai qu'on veut aménager les choses de manière un peu esthétique, ou on peut avoir quelque chose on peut revenir aussi sur des matériaux qui ont été prédéfinis, il y a des chartes, mais après il y a une espèce de monotonie d'espace ou de choses qui sont plus adaptées, qui l'ont été à un moment donné, qui ne le sont plus, quand on se aperçoit que dans les enrobés, maintenant il y a de la pollution, donc on va peut-être faire un peu attention à ce qu'on va mettre demain dans les sols. Et puis il y a aussi cette notion maintenant d'être frugal dans notre travail, c'est-à-dire d'essayer d'aménager le paysage en étant soucieux de l'économie des choses. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que je vais peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'on nous demande d'être de plus en plus inventifs, d'être de plus en plus économes, donc aussi bien dans notre façon de concevoir donc le paysage et de le gérer derrière. Et en même temps, alors c'est un peu à part, mais ça a un lien aussi, ça fait écho aussi à ce qu'on m'a rapporté par ailleurs d'une consoeur, c'est que nos honoraires sont aussi liés avec le montant des travaux. Et donc en fait, on est obligé d'être plus malin, mais en étant payé moins cher. Donc chercher l'erreur. Donc ça, c'est un autre sujet. Un jour, on va peut-être casser ce fameux dossier contrat loi MOP qui est de 73, que j'ai déjà cru voir bouger en 93, puis il n'a pas bougé. Et puis en 2013, on essaie de le faire un peu tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et puis moi, je pense que je serai à la retraite quand le prochain passera. Et donc, je serai de bon courage à ceux qui essaieront de bouter ce truc en l'air. Mais franchement, c'est très embêtant, parce que vis-à-vis des autres pays européens, on est des rigolos, nous, en maîtrise d'œuvre, dans notre façon de faire notre travail. On est on est assez mal payé. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paysagistes qui roulent sur l'or. Enfin, ça, c'était une parenthèse, je la referme. On pourra en débattre une autre fois. Donc on doit quand même un peu travailler un peu sur tout ça, sur beaucoup de domaines de compétences. Et je vais passer un peu plus rapidement. Donc il faut être un peu aussi, c'est pareil, moi j'appuie trop fort, je sais pas ce que je fais, j'ai des mauvaises ondes sur l'ordi. Donc voilà, on doit être aussi un peu artiste quelque part. Il faut savoir dessiner, justement, révéler un peu des paysages avec notre plume. Donc il y a 2 exemples là qui suivent aussi, des croquis d'ambiance, donc il y a aussi des croquis perspectives, qui permettent à tout un chacun aussi tout le monde n'a pas la capacité de lire en plan. Et justement, comme on fait beaucoup de concertation, beaucoup de co-construction, il faut adapter nos outils, et donc faut savoir dessiner un petit peu en 3D et rapidement donner l'ambiance qu'on a un peu en tête, et ce qu'on voit, comment on le propose. J'ose plus appuyer sur le truc parce que je vais tout faire. Voilà.
Donc, on essaye de garantir la cohérence du projet. Alors ça, c'est important aussi parce que souvent, on est sollicité. Au départ, on nous dit, ben voilà, l'image, enfin, le programme, c'est ça. Le résultat qu'on voudrait, ben, c'est arriver à ça. Mais au fur et à mesure, ben, il y a beaucoup d'entrants, si je puis dire. Il y a beaucoup de personnes qui vont arriver, aussi bien le maîtrise d'ouvrage, mais dans les maîtrises d'ouvrage, il y a beaucoup de services. Parfois, quand on travaille avec Nantes Métropole, je vous dis pas, les revues de projet, parfois, c'est sport. Et même enfin, ailleurs, sur d'autres agglos, hein, c'est lié aux grandes métropoles, et lié à tous les services qu'il y a, où ils ont justement chacun un peu leur ligne de conduite et leur respect aussi à avoir sur leur domaine de compétences. Et donc pour nous, après, c'est d'essayer de tenir quand même le cap du projet, du parti pris qu'on a pour essayer d'avoir une cohérence quand même d'aménagement, parce que sinon, si chacun y met de sa petite musique, on arrive à une cacophonie, quoi. Donc il y a vraiment un travail à tenir sur le long terme, et c'est assez engageant, quoi. Alors après, donc c'est bon pour montrer un petit peu les compétences qu'on doit avoir. Bon voilà, là c'est un exemple qu'on a fait avec une collègue, la Sophie. On a beaucoup travaillé là on est sur un aménagement sur des travaux de protection contre les submersions littorales. Là, on est en Charente-Maritime, mais on a aussi les sujets ici en Vendée et en Loire-Atlantique, et où on a dû donc aller travailler jusqu'à des ouvrages très, très définis, hein, jusqu'au 20e, jusqu'à la dimension d'un boulon techniquement, et où là donc on s'appuie aussi sur l'ingénierie. Donc les ingénieurs qui soient en externe ou en interne, pour faire que notre projet il tienne la route. Donc il y a une conception technique qui doit être faite derrière. Donc il y a vraiment, et c'est pour ça que notre métier est assez complexe, parce qu'on doit être un peu à l'image des architectes qui doivent être capables d'être forts sur la tuile, l'ardoise, le béton, le bois, je ne sais quel autre matériau. Nous, c'est aussi le végétal, le bois, le métal. Il y a un peu tout ça qui est à la rencontre de tous nos métiers, quoi. Donc après, je crois qu'il y a aussi d'autres... voilà. Donc aussi, sur le végétal, il y a énormément de choses. Alors c'est rigolo, parce que sur le végétal, il y a vraiment des phénomènes de mode. C'est comme l'habillement, quoi. Moi, j'ai vu des végétaux, on me disait il y a 10 ans, non, on va surtout pas mettre ça, c'est complètement ringard. Je dis, t'as raison, je suis un peu dépassé. Et puis on voit des trucs revenir, on voit des forsythias qui reviennent, voilà. Et donc il y a tout c'est marrant, quoi. Il y a un phénomène de mode, donc il y a le côté un peu vintage aussi du végétal. Et donc voilà, donc il y a un truc qui est assez important dont on disait tout à l'heure, c'est que donc là c'est vraiment, je vois l'évolution. Moi on met vraiment l'usager au cœur de la réflexion. C'est-à-dire que moi je l'ai vraiment vu bouger ces dernières années. Il faut avoir une certaine modestie, et à un moment donné, on donne le crayon à un non-sachant, et qui va dire non, moi je veux pas de votre projet. Enfin, il va être assez critique sur notre projet. Et on lui donne le crayon, on dit ok, effectivement, je sais pas moi qui vis là, vous avez raison, c'est vous qui allez le vivre, je vous laisse le crayon. Et ils commencent à crayonner, et puis ils font leur dessin, ils discutent entre eux, on fait des petits groupes de travail, et puis on s'aperçoit au bout de 5 minutes, on lui dit oui mais attention, là si vous faites ça, là ça va pas fonctionner. Et puis il y a l'autre qui lui répond, il dit oui mais toi devant chez toi tu fais ça, mais moi je suis pas d'accord. Donc il y a une espèce d'arbitrage, et finalement il y a un consensus, on arrive à un consensus, et c'est intéressant parce que parfois nous, on apporte aussi un peu notre technicité. On dit, oui, mais là, vous savez, là, ça ne fonctionne pas, parce que si quelqu'un ouvre la portière, la personne à mobilité réduite ne peut pas sortir là. Donc là, il y a aussi ce problème-là. Là, il y a un problème de visibilité de ça. Et à un moment donné, le riverain, je dirais l'homme de la rue, si je puis dire, vous redonne le crayon de c'est vous qui savez maintenant. Et donc, il vous redonne une légitimité, ça c'est bien. Et en même temps, ils vous ont aussi apporté des éléments, des éléments de réponse, des infos sur vous connaissez pas les lieux. Et donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a vraiment un aller-retour entre le concepteur, entre guillemets, qui arrive comme ça avec son œil neuf. Alors, c'est l'intérêt aussi d'avoir un peu un œil neuf, de dire, voilà, parce que parfois les gens ne voient plus du tout leur paysage. On est très mauvais juge sur son propre paysage. Et moi, je ne suis pas issu de la région, mais quand je reviens dans ma région d'origine, j'ai un œil neuf sur les trucs, je dis, tiens, mais ça, je ne le voyais plus du tout, et maintenant, je redécouvre les choses. Donc, on a cet avantage-là, et puis on a aussi une modestie à avoir, c'est d'écouter, d'attendre aussi de ce que peut nous apporter donc les habitants, les commerçants, les services. Donc, c'est vraiment un processus collaboratif. Du coup, le processus collaboratif, il passe aussi par la notion de médiation.
de pédagogie, d'enseignement, de rôle qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant avec le paysage, c'est qu'on se rapproche de l'usager. On a un métier où il est quand même assez simple de pouvoir partager autour de la question du paysage. Je sais que pour en parler avec des architectes, il est moins facile d'aborder la notion de construction, quoique, ça devient de plus en plus creusé avec les habitants, les futurs habitants eux-mêmes sur des îlots, notamment, je sais que sur l'île de Nantes, il y a eu des gros travaux dans ce sens de fabriquer, concevoir les habitations avec les architectes. Néanmoins, nous, c'est vrai que sur la question du paysage, les gens ont une vraie expertise d'usage à nous apporter. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a toujours un mouvement, il y a des usages, il y a des raccourcis, il y a des habitudes dans les territoires sur lesquels on travaille. Il y a aussi des savoir-faire parfois qu'on découvre en rencontrant des gens qui sont parfois férus d'histoire aussi, qui vont nous raconter comment a évolué le lieu. On rencontre des vrais experts de leur propre paysage ou de leur propre territoire et on est de plus en plus amené à travailler avec eux. Et ça, je trouve que c'est assez proche de ce qu'on a pu nous enseigner à l'école, parce que parfois on a été sensibilisé à ça, mais là, finalement, la plus grosse sensibilisation, c'est d'avoir une formation pluridisciplinaire, là aussi, qui nous amène à toucher à différents champs et du coup à croiser. Et pour le coup, croiser l'usager, ça fait partie de la donne et notre façon de faire finalement. Donc on s'y est, je pense, plutôt bien mis, les paysagistes, à travailler sur la question des usages et la question de la médiation, de la programmation des futurs espaces publics. Et du coup, je voudrais te repasser la parole aussi sur cette question de la médiation et de la pédagogie, Céline, puisque à travers les activités du CAUE, vous faites aussi pas mal d'actions, mais ça a été aussi introduit en séance d'ailleurs. C'est vrai qu'on intervient auprès de tout public, donc cette sensibilisation, on l'a fait autant auprès des maîtres d'ouvrage, des discussions, des échanges, et justement aussi une réflexion le plus en amont possible pour pouvoir déjà, ne serait-ce que par rapport à un projet urbain, sensibiliser les élus de façon à ce qu'ils puissent se mettre d'accord aussi sur leur programme, pour qu'ensuite on puisse faire appel à des paysagistes concepteurs, par exemple, qui travailleront plus en profondeur sur le dossier. Donc on a cette sensibilisation qui passe effectivement aussi par, comme peut le faire aussi le CAUE 44, par des visites de terrain, par des ateliers pratiques, par des conférences comme là ce soir, par exemple. Et donc on a ce rôle effectivement de pédagogie, de sensibilisation auprès de tout public. Pour arriver aussi un petit peu à la fin de notre présentation, on voulait justement finir par le fait qu'on s'est adapté et on doit continuer à s'adapter aux enjeux sociétaux et replacer sans arrêt la question de l'humain dans son environnement, de l'usager dans sa ville. Et ça veut dire qu'on va observer et être conscient, à travers notre métier, de ce sur quoi on peut interagir finalement, ou faire interagir les futurs usagers. Et ça, cette question-là d'interaction, elle engage la notion de responsabilité, quelque part, qui nous incombe, puisque on va faire prendre des décisions, quelque part aussi, aux différents décideurs. On va les accompagner dans la prise de décision, d'action sur leur territoire, qui peuvent avoir des conséquences, forcément, et qui vont prendre du temps aussi dans la question de l'aménagement du paysage. Donc c'est quelque chose qui se place dans une échelle de temps long, qui nous rend aussi, je pense, en tout cas pour nous trois qui sommes là, dans une posture d'humilité par rapport à la question de notre action, de sa durée dans le temps, et la question de responsabilité, d'engagement, je pourrais dire, qui est partagée par, y compris notre association, quoi. Oui, dernière chose, c'est le dernier. Pour dire aussi, pour compléter ce que dit aussi Gaël sur l'humilité et tout ça, c'est qu'en plus, nous, notre travail, on travaille avec du vivant.
c'est assez compliqué. Et moi, j'aime bien enquiquiner un peu les architectes parfois. Je leur dis, ben là, tu vois, ton bâtiment, c'est là où il est le plus beau, c'est quand tu viens de faire la livraison. Et nous, on est en train de livrer une espèce de bébé mal foutu, mal langé. Et je dis, ben, il aura un âge ingrat à 15 ans. Les arbres, je trouve pas beaux quand ils ont une quinzaine d'années, mais ils sont vraiment beaux à 30 ans. Donc voilà, nous, il faut attendre, il faut être patient, et parfois les élus, ils ont un peu de mal à l'entendre, ça. Et pour nous, c'est encore un challenge encore plus important. Et puis c'est pour ça qu'on doit être humble aussi, c'est de dire, voilà, on travaille avec le vivant, on va faire quelque chose, on sait que ce qui est dur, ben, on le tient bien, mais tout ce qui est qui bouge, ben, il va falloir un peu adapter, il va falloir un petit peu, c'est vraiment par tâtonnement. Donc voilà, on va pas être plus long. Voilà, on travaille à de nombreuses échelles, on l'a bien vu, de l'enclos au territoire. Donc on a un vaste domaine d'activité. Voilà, merci. Merci beaucoup. En fait, je me demandais si vous aviez des retours, parfois des habitants. Par exemple, je pense à l'opération à Bouvron. Donc des habitants ou même des élus, des collectivités, des retours des services. Et est-ce que, à travers ces réactions, vous voyez sur le long terme, évidemment, un changement peut-être des mentalités, une ouverture, disons, à ce qui peut paraître aussi un peu intrusif, peut-être dans un premier temps. Enfin, voilà, je me demandais comment ça pouvait se passer là-dessus. En fait, c'est vrai que la question, ce qui est intéressant à travers les démarches d'études plan guide, c'est que la plupart du temps, on a rencontré pas mal de gens pendant ces études, et c'est des études qui durent à peu près 1 an au minimum, qui permettent vraiment aussi de s'acculturer les uns aux autres, et nous d'apporter notre regard extérieur, d'apprendre de ceux qui vivent là, d'apprendre de ceux qui vont gérer le territoire. Et c'est vraiment un travail collaboratif qui fait que le plan guide, il se structure et il finit par devenir un récit commun duquel nous on se retire à un moment donné, puisque notre mission s'arrête à la fin du plan guide. Et ce plan guide-là, c'est celui des élus et des habitants qui l'ont formalisé. Sur Bouvron, l'exemple de Bouvron, il est intéressant, c'est que derrière, il y a des vraies responsabilités qui ont été prises et des vrais engagements qui ont été pris de la collectivité, de la commune et des élus par rapport à leurs habitants. Aujourd'hui, ils sont en recherche d'un opérateur sur l'îlot d'Atin, qui est situé en arrière-fond, en arrière-scène de la place, et qui viendrait cadrer la place. La déviation vient d'être ou va être terminée. La déviation du bourg permettra d'imaginer de nouveaux aménagements en lieu et place de l'ancienne nationale. Donc ils suivent ça, eux, de très près, et ils rendent finalement réel des premiers axes de plan guide qui étaient assez forts. Et effectivement, on a plutôt été dans l'invitation que dans l'impression d'être des intrus. Il y avait déjà une vraie attente. Et suivant les territoires, c'est vrai que parfois il y a une défiance de ceux qui sont déjà là, mais passer une première séance de travail, en général, le ton, il change aussi dans ce qu'on a envie de mettre en place dans nos démarches, et puis d'être à l'écoute, en fait, pour de vrai. C'est vrai que pour le coup, il faut, pour de vrai, être à l'écoute. Parce qu'on ne peut pas jouer avec les gens. Je veux dire, l'hypocrisie, l'impression d'avoir déjà un projet qui est dessiné, cette défiance-là, les décisions prises par les politiques, on l'a souvent, en fait, en première réunion. De gens qui viennent là en réunion publique. Moi, je me suis déjà retrouvée face à 200 personnes en réunion publique en début d'études. Ça fait un petit peu bizarre quand on ne connaît pas hyper bien le territoire, qu'on n'a pas compris tout à fait le jeu d'acteurs, ce qui s'est passé avant qu'on arrive aussi sur un territoire. Faut avoir confiance aussi avec l'équipe avec qui on travaille. Ça, c'est super important. Finalement, quand on dit qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire, les acteurs et le groupe projet d'usagers, il fait aussi partie de l'équipe, au final. Enfin, c'est ce qu'il faut réussir à faire. Mais à Bouvron, en tout cas, ça s'est très bien passé. Mais je sais que c'est suivi, et je sais qu'à Saint-Nicolas-de-Redon, où ça a été compliqué à un moment donné, où il a fallu dire, nous, on ne vous suit pas, là, à dire à certains élus, là, vous faites des propositions techniques qui tiennent pas la route,
on doit vous dire, on doit vous mettre en alerte sur le fait que ce que vous dites là aujourd'hui n'est pas entendable, n'est pas respectueux d'un paysage, etc. Et ils ont su aussi se mettre un peu en recul par rapport à des a priori qu'ils avaient et ne pas être dans la résolution technique de certaines choses qui les empêchent de vivre bien, hein, parce que c'est aussi ça, hein. Concrètement, c'est des centres-bourgs traversés par des poids lourds, par des embouteillages, la pollution, le bruit, des rues entières qui se vident de leurs habitants parce que c'est invivable. Pour peu qu'il y ait un accident, un mort sur un cycliste, voilà. On est aussi dans ces actualités-là parfois. Donc c'est des contextes parfois assez durs. Et nous, c'est vrai qu'il faut être là pour accompagner, essayer de défendre quand même quelque chose. C'est pas tout le temps évident, mais on a vu des postures changer en cours de route de plan guide, vraiment assez souvent, et être convaincu. Et puis le plus gros pari, c'est que ce soit leur plan guide, pour que derrière, ils le défendent. Puis qui dépasse la question d'un mandat politique aussi. C'est-à-dire que, est-ce que ce plan guide-là, on accepte aussi de le laisser après dans des mains d'une autre équipe locale qui va venir être élue? Est-ce que c'est une feuille de route? Parce que c'est vrai que la question du temps dont tu parlais et de l'action sur un territoire, même la question de l'urbanisme, elle prend du temps. Donc elle dépasse le mandat politique. Et parfois, nous, sur les études, on se pose des questions. Est-ce que ça ne va pas être balayé d'un revers de la main parce qu'il y a un changement à un moment, alors que finalement, chacun peut amener sa pierre, voire revoir le plan guide à un moment donné, en se disant aujourd'hui on en est là, il y avait cette feuille de route qui était intéressante, il y a telle et telle décision qui n'ont pas été prises, tel aménagement qui n'a pas eu lieu, où on en est, mais repartons peut-être pas de zéro. Ça, c'est une culture à faire passer aussi aux élus, qui n'est pas simple. Est-ce que vous avez des exemples de projets où justement l'apport, la curiosité dont vous parliez au début, ce que le paysagiste peut apporter dans son décryptage, dans son analyse, est-ce que après vous voyez les élus, les techniciens, les habitants se l'approprier, et est-ce que ça continue du coup à vivre autrement au-delà du projet ? Oui, c'est intéressant parce que parfois, effectivement, on arrive, on leur dit, voilà, vous avez quelque chose de très chouette ici, vous avez un intérêt ici sur ce projet-là, enfin sur ce territoire-là. Et c'est vrai qu'au départ, ils sont un peu dubitatifs, du oui, mais alors, on est obligé d'argumenter, donc d'arriver avec des images, avec des choses, avec une photo aussi, puis leur montrer pourquoi c'est quelque chose d'intéressant. Et on leur dit, voilà, si on gomme ça, imaginez ça, plus tard, je sais pas, on enlève un magnifique alignement d'arbres qui est quelque chose d'historique, on va dire. Ils en ont marre parce que ça fait des feuilles, ça tombe par terre, on se casse la figure. Et on a parfois ce genre de réponse, quoi. Il y en a pas mal ici qui sont des confrères et consoeurs qui connaissent le truc. Et donc, il faut argumenter fortement en disant, mais non, parce que vous respirez de l'air aussi comme tout le monde, donc c'est de l'oxygène, donc quand même les arbres, il faut quand même, on peut en garder quelques-uns. Et puis, alors il y en a moi j'ai eu des élus qui m'ont dit, mais nous on a la campagne, on n'a rien à faire des arbres. Oui, certes, mais ça vient aussi structurer l'espace, ça vient aussi, puis demain vous dites ça parce que c'est une petite ville, mais qu'est-ce qu'il y aura dans 15 ans? Et si on ne plante pas un arbre aujourd'hui, maintenant, ou si on ne maintient pas cette structure végétale, demain vous allez le regretter amèrement. Quand on regarde des plans, on voit des grandes villes comme justement Paris, on se dit finalement, heureusement qu'il y a le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, ces deux poumons verts, ils ne sont pas énormes, hein, par rapport à la taille de la ville, tout autour c'est blindé de béton. Et donc on se dit, c'est pour ça que on a la chance ici à Nantes d'avoir des services espaces verts qui sont dynamiques et qui sont conscients de ça et qui défendent ça, qui sont d'ailleurs nos alliés très forts, et tout comme aussi pour d'autres sujets, les architectes des bâtiments de France aussi nous aident par rapport à des collectivités aussi ou qui ont envie de dézinguer un bâtiment, et on dit non, le bâtiment c'est aussi un paysage, c'est une histoire, c'est tout un... Donc là-dessus il y a un vrai travail effectivement de révéler le paysage ou de le montrer et faire réagir. Et pour répondre à votre question, c'est effectivement de faire se retourner, ou en tout cas se re-questionner sur les choix qu'ils avaient fait au départ, sur leur diagnostic qu'ils avaient fait eux-mêmes. Ils ont dit voilà, on va faire ça comme ça et on va se débarrasser de ça.
Donc là, il y a un vrai travail effectivement de persuasion à faire.